Hello et bonne année 2024. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon réveillon et qu'il ne s'est pas terminé comme celui de Léa Bonhour. Léa Bonhour est une jeune fille de 17 ans et elle fête la nouvelle année 2011 avec tous ses amis. Une vingtaine de jeunes se sont retrouvés dans une maison du quartier du Plan des Quatre Seigneurs à Montpellier, dans l'Hérault. Parmi les personnes présentes, il y a un certain Gérald Sereau, un jeune homme de 24 ans que Léa a déjà rencontré quelques mois auparavant dans un bar. Pendant la soirée, Gérald et Léa se taquinent, se cherchent beaucoup, c'est bon enfant. Bref, ils sont en train de flirter. Tout au long de la soirée, les convives boivent beaucoup, fument et certains prennent même des amphétamines. Et vers 6 h du matin, Léa et Gérald décident de quitter la soirée ensemble. Ils se dirigent vers une propriété où vivent les sœurs de Saint-François d'Assise. Je ne vous fais pas de dessin, ils finissent la soirée, enfin la nuit ou la matinée, appelez ça comme vous voulez, ensemble. Dans la matinée du 1er janvier 2011, Karine Bonhour, la mère de Léa, s'inquiète de ne pas voir rentrer sa fille. Elle décide d'appeler les amis de Léa pour essayer de savoir où est sa fille, puisque cette dernière ne répond pas non plus à son téléphone. Les amis de Léa lui disent que la dernière personne avec qui Léa a été vue est un certain Gérald Sereau. Après avoir obtenu le numéro de téléphone de Gérald Sereau, qu'elle ne connaît pas, soit dit en passant, elle l'appelle et elle apprend qu'effectivement, il est bien la dernière personne à avoir vu Léa. Cependant, ils étaient en ville et puis après, il l'a perdue de vue. Selon lui, ils se sont séparés vers 7 h du matin. Comme Karine ne peut rien faire de plus, elle décide d'appeler la police pour signaler la disparition de sa fille. Les policiers font le même travail que Karine avait déjà fait auparavant. Ils appellent Gérald Sereau et il leur dit exactement la même chose. Seulement voilà, vers 21 h, le 1er janvier 2011, Gérald Sereau se rend au commissariat avec son père pour y faire sa déposition. Avant de signer sa déposition, les gendarmes remarquent qu'il a une main tuméfiée et griffée. Ils se disent, c'est un petit peu bizarre quand même, pour quelqu'un qui ne s'est pas vraiment battu. Bon, c'est étrange. En plus de ça, un témoin affirme avoir vu Gérald Sereau sortir des bois vers 14 h, les vêtements recouverts de sang. Les policiers lui demandent alors des explications. Gérald Sereau ne répond pas, il s'effondre, il pleure et il leur dit seulement « je vais aller en prison, je vais aller en prison ». Ok, stop, mais du coup, que s'est-il passé? On n'a pas retrouvé le corps de Léa Bonhour. Il s'est passé quoi? Anne de Fontenay, la porte-parole du collectif Léa Droit à un procès équitable, a déclaré « Il s'est effondré. Il a tout raconté en détail. Comment il a agressé sexuellement Léa avant de la frapper à plusieurs reprises. De l'interrogatoire, on est passé à la garde à vue, sans avocat. Gérald a alors dit qu'il ne savait pas si Léa était morte ou non. Alors tout le monde est parti sur place pour tenter de la retrouver et de la sauver. » Comme vous venez de l'entendre, après qu'il se soit effondré et qu'il ait dit qu'il allait aller en prison, il est placé en garde à vue vers 22 h 45. Il affirme cependant que lorsqu'il a quitté Léa, lorsqu'il l'a laissée, elle était toujours en vie. Vers minuit 35, il accompagne les enquêteurs sur les lieux où il aurait laissé Léa. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent, il est déjà trop tard. Léa est déjà morte, et ce, depuis longtemps. Le corps de Léa Bonhour gît au sol. Elle est dénudée. Sa tête est enfouie dans la terre. Elle porte des traces de coups et de strangulation et en tout, on compte 185 coups de couteau et blessures. Vers 1 h 15 du matin, la garde à vue de Sereau reprend et il s'entretient avec l'avocat de permanence pendant 25 minutes. Il passe à des aveux complets qu'on recoupe avec des parties de ce qu'il avait dit avant que les enquêteurs aillent sur le lieu, plus des parties que les enquêteurs ont notées lorsqu'ils étaient sur les lieux du crime. Ce qui est sûr, c'est que Sereau a violé Léa à plusieurs reprises. Il l'a torturée pendant de longues heures. Il s'est acharné sur la jeune fille. On sait aussi que Léa s'est débattue et que ça a été violent puisque Sereau porte des traces de coups et de blessures. Et que, rappelez-vous, les enquêteurs ont remarqué que sa main était griffée et tuméfiée.
À cela s'ajoute le témoin qui l'a vu sortir des bois avec les vêtements déchirés et en sang. Vêtements d'ailleurs que les enquêteurs ont retrouvés chez lui. Les policiers ont notamment retrouvé la gourmette de Gérald Sereau près du corps de Léa. En fait, dans la lutte, elle la lui avait arrachée. Et c'est plus tard, lors de l'autopsie, que des traces de sperme ont été retrouvées, ce qui confirme le viol. L'enquête paraît assez simple. Le principal suspect a avoué, les enquêteurs ont beaucoup de preuves, preuves ADN, la gourmette, des témoins oculaires qui l'ont vu plein de sang et les vêtements déchirés. C'est une affaire qui va très vite être classée, non? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. 3 mois plus tard, après la promulgation le 14 avril 2011 de la loi relative aux conditions de la garde à vue, Gérald Sereau a failli échapper à la justice. En effet, la loi exige 2 choses. La présence d'un avocat pendant les interrogatoires et l'obligation de l'informer de son droit à garder le silence. En ce qui concerne la présence d'un avocat, cela tient dans un arrêt européen, l'arrêt Saldus. Pour qu'un procès soit équitable, il faut que le suspect ait accès à un avocat dès le premier interrogatoire de police. La défense de Gérald Sereau invoque la rétroactivité du texte pour faire annuler les 3 procès-verbaux qui ont été dressés par la police judiciaire. Dans l'affaire du meurtre de Léa Bonnour, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier a estimé que les policiers et les magistrats avaient respecté la procédure telle qu'elle existait au début de l'année 2011 et que l'application rétroactive sur la garde à vue pourrait générer un trouble à l'ordre public. On parle dans ce cas de sécurité juridique, c'est-à-dire protéger les citoyens contre les effets non désirés de ce droit. Le 17 janvier 2012, les avocats de Gérald Sereau portent cette affaire devant la Cour de cassation qui casse la décision de la Cour d'appel. La Cour de cassation conclut que la partie qui précède la découverte du corps reste encore valable. Cependant, pour le reste, elle s'en remet à la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Toulouse. L'audience devait se tenir le 8 mars 2012. Elle est repoussée au 26 avril et c'est la chambre d'instruction qui doit déterminer quels procès-verbaux doivent être annulés, dont les aveux. Je vous rassure, normalement, il y a suffisamment de preuves pour envoyer Gérald Sereau derrière les barreaux. C'est maintenant le président qui doit faire un très gros travail pour essayer un peu de boucher les trous. Une fois que certains procès-verbaux auront été annulés, il va devoir boucher les trous de la procédure pour que cette dernière soit suffisamment solide. On va pouvoir interroger plusieurs témoins, dont des policiers, des magistrats, des experts qui ont participé à toute cette enquête. Mais la véritable question qu'on se pose, c'est est-ce que Gérald Sereau va véritablement être jugé? Karine Bonnour, qui s'était tue depuis le décès de sa fille, a fait une pétition sur Facebook pour dénoncer cette situation invraisemblable. Un suspect a été arrêté, toutes les preuves sont contre lui, il peut potentiellement ne pas être jugé. Et là, c'est surtout pour les parents qu'il faut que ça se termine, pour la famille, pour l'entourage, parce qu'ils sont victimes d'un marathon judiciaire. Pour le commandant Didier Mettet, qui est responsable de l'enquête du SRPJ, Service régional de police judiciaire, la version de Sereau ne tient pas debout car le lieu où le corps de Léa a été découvert n'est pas facilement accessible. Selon lui, ce n'est pas un endroit où un couple serait allé pour faire l'amour. En plus de ça, il y a le fait qu'une des chaussures de Léa Bonnour n'ait pas été retrouvée et qu'en plus, elle avait aussi, elle, les vêtements déchirés. Ce qui prouve bien qu'elle n'était pas consentante. Et lors du procès, c'est la thèse d'une poursuite qui va être mise en avant. Après 7 recours déposés par la défense, Gérald Sereau va enfin être jugé en 2014 et son procès va durer 5 jours. Pour son crime particulièrement sordide, il est condamné en novembre 2014 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de peine de sûreté. Il justifie son crime par une explosion de violence en raison d'une frustration née d'une panne sexuelle. Okay. Il a pété un plomb parce qu'il n'avait pas d'érection. Il a d'abord mis un coup de poing à Léa avant de la tabasser. Il dit qu'il était déconnecté. L'alcool, la drogue et sa personnalité sombre ont fait le reste. Ensuite, pendant les reconstitutions, Gérald Sereau est tombé dans le déni. Il a dit qu'il ne se souvenait de rien. Puis, il y a eu cette loi rétroactive et maintenant, il garde le silence.
Selon les proches de Léa, c'était une adolescence dans toute sa splendeur, qui ne faisait pas grand-chose à la maison, ne rangeait pas sa chambre. C'est son beau-père qui a dit ça. Mais bon, c'est le comportement d'une adolescente. Elle était très drôle, elle avait la joie de vivre, elle aimait la vie. Elle était douée dans l'expression verbale de ses sentiments et elle s'occupait très souvent de ses neveux. Léa était une élève discrète, réservée, un petit peu mystérieuse, avec une appétence pour les disciplines artistiques. Elle était musicienne et elle jouait du synthé depuis le collège. D'ailleurs, elle avait prévu de passer l'option musique pour son baccalauréat. Et après le bac, visiblement, elle envisageait de faire un petit break. Quant à ses relations amoureuses, selon ses camarades, elle était attirée par les hommes qui dégageaient quelque chose. Elle était jolie et ne laissait pas les gens indifférents. C'est sa sœur, Romane, qui a témoigné au procès en disant « Soro a flirté avec ma sœur, mais j'ai du mal à croire que Léa est allée avec lui. Il l'a tapée, et plus il l'a tapée, plus il l'a violée, plus ça l'a excitée. Il l'a défigurée. Il parle de la mort de son père, ça me fait bien rire. Moi, j'ai vu ma sœur à la morgue. À 14 ans, il m'a enlevé mon innocence. » De nouveau, en 2017, il y a un nouveau procès en appel sur la demande de la défense de Soro. Et je vous laisse écouter quelques petits passages de l'interview de la mère de Léa, Karine Bonnour. Quand il a commencé à parler, je me suis dit qu'effectivement, il allait peut-être raconter ce qu'il avait fait. En fait, il a commencé à parler, puis il s'est arrêté. Moi, j'ai toujours... par rapport à ce qu'il dit, j'ai toujours des doutes. Je n'arrive pas à savoir si je le sens pas sincère, quoi. Il dit voilà qu'il a ressenti une telle frustration qu'il y a eu un déferlement de violence. Mais oui, j'attends plus que ça, bien sûr. Vous attendez quoi? Ben, j'attends qu'il dise ce qui s'est passé exactement, qu'il raconte. Et puis, mais le problème, c'est que il va nous donner une version. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il va essayer de s'expliquer en arrangeant les choses, en choisissant le moins pire pour lui. Et je peux même plus dire est-ce que j'ai envie qu'il parle ou pas, parce que je ne crois pas du tout en sa sincérité. Pour ce procès, l'avocate générale Manon Brignol a demandé aux jurés de ne pas être dupes. Il a été sans pitié avec Léa, soyez sans pitié avec lui. Le crime se situe tout en haut de l'échelle du mal, avec ce déluge de coups, ces viols, et aussi le visage de Léa qui l'a écrasé dans le sol. Encore une fois, Gérald Soro s'est réfugié derrière sa mémoire défaillante, alors qu'il disait vouloir assumer ses responsabilités. Encore selon Manon Brignol, il a servi la fable improbable du néo-nazi, du raciste qui se transforme en bouddhiste. Gérald Soro se vautrait dans l'alcool, consommait de la drogue, évoluait dans un climat nauséabond dont il se gavait. Avant la clôture des débats, l'accusé a déclaré « Ce que j'aimerais dire, c'est que je suis rongé par les remords, et encore, le mot est faible. Ce soir-là, je me suis nourri des ténèbres. Maintenant, j'essaye de chercher la lumière, de monter marche par marche pour l'atteindre et devenir quelqu'un de bien. » Après 4 heures de délibéré, les jurés et la cour de Montpellier sont convaincus du meurtre et du viol qu'a commis Gérald Soro et le condamnent à une peine exactement similaire à celle infligée en première instance en novembre 2014 à Montpellier. À l'annonce de son verdict, Gérald Soro n'a pas réagi. Les défenseurs de Soro ont critiqué une accusation qui, selon eux, a déformé à l'extrême une image d'un accusé qui n'est ni Émile Louis ni Patrice Allègre. Maître Jean-Marc Darrigade, un de ses avocats, a affirmé « c'est un homme, pas un criminel inné », en mettant notamment l'accent sur l'absence d'un casier judiciaire ou d'une quelconque agression. Bon, Léa Bonnour, ça fait quand même un sacré casier judiciaire là. Après le verdict, son avocat, Jean-Marc Darrigade, a déclaré « ça reste beaucoup, mais je craignais que la peine soit aggravée ». De son côté, la mère de Léa, Karine Bonnour, est soulagée. J'attendais qu'il ait au moins la même peine. Donc par rapport à, j'attendais au départ, je n'attendais rien de, c'est pas moi qui ai fait appel bien sûr, et je répète que j'ai traversé ce procès comme une nouvelle épreuve et que j'espérais qu'il soit condamné au moins à la même peine, ce qui est le cas, et je suis aujourd'hui soulagée. La question qu'on peut se poser, et on va finir la vidéo là-dessus, c'est est-ce que Gérald Soro est encore dangereux aujourd'hui? Réponse de la magistrate. Il ne suffit pas de couper ses cheveux ou d'enlever ses piercings
pour devenir un homme bon. Merci d'avoir suivi cette histoire, cette première histoire de 2024. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace commentaire, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Je sais que je vous le dis pas souvent, mais là je me dis que pour la première vidéo de 2024, je peux vous le dire. Et moi je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette histoire, cette première histoire de 2024. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous le dis pas souvent, même presque jamais, mais si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite.